Bonjour à tous et à toutes. Nous attendons donc Monsieur Attali et nous démarrons. Donc les premiers inscrits sont déjà parmi nous. Super. J'aperçois Jacques Attali. Super. Alors j'y vais. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau monde. J'ai quitté Paris le 13 mars pour Monaco. Depuis, le monde a changé. J'ai rencontré Jacques Attali le 29 avril où il offrait un sommet en ligne. Nous avons échangé ensuite et il a accepté d'intervenir auprès de vous, les acteurs et artisans des divers métiers du luxe. Il partagera avec vous donc le contenu inspirant de son livre Devenir soi et répondra à vos questions. Je vous ai réservé donc 2 surprises pour la fin. Florent Garcimore, pianiste et fils du célèbre magicien, échangera avec Jacques Attali sur son activité de chef d'orchestre. Et j'ai également parmi nous la cofondatrice de la méthode Devenir soi, Caroline Couronne, qui vous dévoilera un petit cadeau à la fin. Alors, pour moi, la plus grande, je dirais, le plus grand casse-tête était comment présenter un homme sur lequel nous avons déjà presque tout sur Wikipédia. Alors, j'ai trouvé une solution. J'ai demandé à une personnalité, un ami de longue date de Jacques Attali, vivant en principauté, de parler de lui. Alors, j'ai le plaisir donc, de vous présenter Jean-Luc Alavena, président de Atlantis Investors, partenaire de fonds d'investissement d'Apollo et président de l'Institut Aspen, qui a notamment été Chief Operating Officer du groupe Lagardère Media, directeur du cabinet de SAS Le Prince Albert II, président de la fondation HEC et French American Foundation. Je ne sais pas si j'ai oublié quoi que ce soit. En tout cas, je suis extrêmement ravie, Jean-Luc Alavena, que vous avez accepté à ce rôle qui n'est pas facile de présenter Jacques Attali. Merci Bettina, vous n'avez rien oublié et je ne suis pas l'invité, c'est Jacques Attali, donc c'est surtout lui dont nous devons parler. J'ai été heureux de participer à un certain nombre de vos réunions, de découvrir votre méthode, les personnes que vous rassemblés d'habitude dans des salles autour de table et aujourd'hui dans cette mosaïque. Et donc, c'est à nouveau pour moi un grand plaisir d'y participer. Bien sûr, vous l'avez souligné, d'autant plus qu'il s'agit, et c'est un honneur pour moi, d'accueillir Jacques Attali, qui est avec certitude l'un des plus puissants esprits que nous ayons, pour un certain nombre d'entre nous, rencontrés, et surtout les plus divers. Et c'est vrai que nous connaissons depuis une trentaine d'années et je ne saurais pas non plus le présenter. Je constate que dans votre méthode, quand vous vous dites qu'il y a quelque chose de difficile, vous le passez à quelqu'un d'autre, mais il faut prendre le pouvoir sur votre vie et ne pas hésiter à risquer, comme il le dit lui-même dans l'ouvrage auquel vous faites référence. Jacques, pour moi, c'est évidemment le politique, c'est le conseiller de François Mitterrand, c'est le président de la Bird, et nous nous rencontrons en fait à ce moment-là. Lorsque jeune professionnel engagé il y a plus de 30 ans, j'avais participé à la création d'un groupe pro-européen, le groupe des Bellefeuilles, qui existe toujours et dans lequel il était intervenu. C'est bien sûr le visionnaire. Vous avez fait référence pour moi à Lagardère Media et Jacques Attali dans beaucoup de décisions qui ont été prises à cette période-là, il y a plus de 20 ans, puisque c'est le moment où je m'y trouvais, sur les évolutions de ces métiers, sur la façon dont le digital est apparu, sur la façon dont les médias ont évolué. Il a été pour nous un conseiller et un visionnaire qui a probablement fait prendre à cette époque à ce groupe de bonnes orientations. C'est bien sûr le stratège et nous avons beaucoup échangé. Vous avez fait référence, puisque je suis issu d'une vieille famille monégasque, au moment où je suis venu servir le souverain en 2005 et 2006 pour lancer son règne. Et avec Jacques Attali, nous avons aussi dans ce domaine-là réfléchi ensemble, souvent le matin tôt à Neuilly et d'orientations dont j'ai pu bénéficier ensuite pour donner le bon lancement à notre prince souverain. Le généreux, mais aussi l'impliqué avec Planète Finance. Et à cette époque-là est né aussi un projet
d'un Planète Finance Monaco et j'ai suivi tous les projets, m'y suis associé aussi dans d'autres pays. C'est bien sûr l'investisseur parce que sa vision et sa compréhension de tous les métiers de l'environnement mondial aide des groupes comme Apollo ou Atlantis à faire les bons choix. C'est l'optimiste. Il m'a fait l'honneur de m'associer à un Global Positive Forum il y a 2 ans qui avait été pour beaucoup d'entre nous dirigeants une façon de penser autrement, plus optimiste, plus engagé, mais aussi bien sûr en montrant comment nous prenons notre destin en main. Et c'est évidemment ce point que vous avez voulu traiter aujourd'hui, et c'est l'écrivain, et c'est la façon dont il a tracé sa pensée, sa vision dans de très nombreux ouvrages. Celui que vous avez choisi pour ce soir a quelques années, mais il est plus dans l'air du temps que jamais. Il y faisait référence d'ailleurs dans une introduction à un monde qui était devenu aujourd'hui insupportable et qui le serait probablement encore plus, mais je pense que nous venons de traverser un de ces moments et nous le traversons qu'il qualifie d'insupportable, mais dans lequel il ne s'agit pas de savoir qui fera pour nous et comment, mais comment est-ce que nous pouvons agir, nous engager, avoir le courage d'agir, prendre le pouvoir sur notre vie. C'est ce qu'il a fait de sa propre vie, et ce sera ma conclusion, puisque Jacques a finalement construit un parcours de vie avec tout ce kaléidoscope de compétences, de savoirs et de domaines dans lesquels il s'est impliqué. C'est ce qui fait l'admiration de tous. Et vous avez choisi cet ouvrage, et moi j'attends avec impatience le nouveau, l'économie de la vie, où il va tirer les conclusions de ce que nous venons de vivre. Je suis donc très heureux, honoré de participer à cette discussion. Et mon cher Jacques, je te cède la parole en te remerciant d'avoir accepté que je fasse cette introduction. Tu es en mute. Jacques est en mute pour le moment. Voilà. Merci, cher Jean-Luc. Merci Bettina, merci Caroline et Florent qui sont là. On les présentera tout à l'heure. Après une introduction aussi flatteuse, je ne peux que décevoir ceux qui nous écoutent, mais je vais essayer d'être à la hauteur. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est extraordinairement exemplaire de ce que j'ai voulu dire dans ce livre et dans ce qui a suivi dans la réflexion pour créer les conditions d'un approfondissement de ce travail dans la méthode Devenir Soi. En réalité, quand j'ai écrit ce livre, je pensais que la plupart des gens n'étaient jamais mis en situation de vraiment pouvoir choisir leur vie. Parce que les circonstances personnelles étaient soit, pour la plupart des gens, qu'il faut survivre, tout simplement, ou parce que quand on a les moyens de faire plus que survivre, on est dans le confort d'un héritage, d'une succession, d'une vie choisie par d'autres. Et qu'on prend peu conscience d'une chose extraordinairement simple, c'est que nous sommes mortels. Et le fait que nous sommes mortels est quelque chose d'énorme que toute la société s'emploie à nous faire oublier par la distraction, par l'intensité de l'action immédiate. Et nous oublions en même temps, une première conséquence du fait que nous sommes mortels, c'est que notre vie est très courte. Et enfin, une troisième conséquence extrêmement banale, c'est que nous ne vivons qu'une fois, sauf si on croit à la réincarnation, ce qui est une autre affaire. Quand on a remis ces trois caractéristiques, on est devant une sorte d'évidence que cette crise actuelle nous a rappelé, et c'est peut-être ça le plus important de ce qui est arrivé au début dans cette crise, c'est que nous avons repris conscience que nous sommes mortels. Une des premières conversations que j'ai eues au début de cette crise était avec un de mes grands amis, Edgar Morin, qui a eu une phrase que j'ai trouvée très juste, c'était tout à fait au début. Il m'a dit, tu sais, cette histoire me rappelle la Gestapo. Pourquoi dis-tu ça? Ben parce que la Gestapo, elle était invisible, on ne savait jamais quand elle allait nous tomber dessus, on pouvait, et puis quand elle nous tombait dessus, c'était fini. Et c'était la prise de conscience de la fragilité de la vie, la mort. La Gestapo étant la forme la plus extrême de la faucheuse, en termes de symbolique. Cette pandémie, d'une certaine façon, était une façon de nous rappeler cette évidence. Et cette évidence devrait, ou aurait pu, ou pourrait nous conduire à nous poser les questions que cette évidence implique. Et comme en plus, pour beaucoup d'entre nous, nous avons été confinés, pas tous, hein,
pour pouvoir être confinés, nous, il a fallu que beaucoup de gens ne le soient pas. Tous ceux qui sont éboueurs, infirmières, paysans, distributeurs, agriculteurs, eux ne le sont pas pour nous permettre de l'être de façon confortable, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens qui sont confinés dans des conditions difficiles, très difficiles. Et donc pour tous ceux pour qui le confinement n'est pas simplement un enfer pour des raisons diverses, être confiné avec des gens qu'on n'aime pas, être confiné dans des conditions matérielles terribles, etc., etc. Le confinement est un choc, ou le non-confinement aussi, qui nous permet de dire wait a minute, juste un instant. Pourquoi est-ce que je vis comme ça? Est-ce que ma vie pourrait-elle pas être autre? Est-ce que je vais continuer comme ça tout au long de ma vie alors que j'en ai qu'une? Et c'est ça, au fond, qui est le point de départ, ce que dans mon livre, j'appelle l'événement. C'est-à-dire la prise de conscience, l'occasion qui nous donne une prise de conscience de ce que nous sommes. Cet événement peut être un choc, peut être une décision rationnelle, peut-être le fait de prendre avis sur différentes choses, qui nous amène à créer les conditions de vivre les choses autrement. Dans cette méthode que Caroline pourra vous développer un peu plus tard, que Caroline a développée à partir de mon livre, mais dans mon livre, je parle de l'idée qu'il faut, pour réussir à trouver ce qu'on est et ce qu'il faut faire de sa vie, qui est peut-être ce qu'on fait déjà, mais peut-être pas, il faut passer par plusieurs étapes. La première, c'est celle que je viens de décrire, c'est prendre conscience qu'on est limité par le temps, par les contraintes matérielles, par le fait qu'on est né quelque part. On peut choisir des tas de choses, mais on ne peut pas choisir d'être né à un autre moment et ailleurs. C'est des choses qu'on ne peut pas choisir. Prendre conscience de cette aliénation dont certaines dimensions sont inévitables, irréversibles, et dont d'autres sont réversibles. On peut se libérer de certaines aliénations. La deuxième dimension, très importante, c'est le fait de se respecter, de se faire respecter. C'est très important de se respecter soi-même. Ça passe par des choses très simples, qui sont d'une extrême actualité au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Se respecter, c'est d'abord se respecter physiquement. Prendre sa douche, être propre, avoir une attitude qui est correcte à l'égard des autres, ne pas prendre de poids inutilement, s'habiller décemment, se respecter au regard des autres. Et c'est d'une actualité extrême parce que cette pandémie, comme chacun sait, est née d'un manque d'hygiène dans un marché de gros en Chine. Donc l'hygiène est non seulement une question de respect personnel, mais de respect collectif. Nous avons intérêt à ce que les autres se respectent. J'y reviendrai tout à l'heure. Se respecter physiquement et se respecter en prenant conscience que notre vie étant courte, il faut la mener de la meilleure façon possible. Et se respecter et se faire respecter par les autres. Troisième caractéristique, c'est que si on veut devenir soi, il faut être sans rien attendre des autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien donner aux autres, c'est tout le contraire. C'est très important de donner aux autres. Et on va même découvrir progressivement que c'est en donner aux autres qu'on devient soi. Mais il ne faut rien attendre des autres. Il ne faut pas attendre que les autres vous disent comment faire pour devenir vous. Vous ne le ferez pas. Ça n'arrivera pas. Vous ne deviendrez pas vous-même si vous ne considérez pas que c'est votre propre rôle de le faire. Donc, devenir soi, c'est quelque chose de personnel, sans rien attendre des autres, tout en comprenant progressivement que la meilleure façon de devenir soi, c'est d'une façon ou d'une autre de donner aux autres. Quatrième dimension, c'est prendre conscience qu'on est unique. Que non seulement on n'a qu'une vie, mais qu'il n'y a aucune raison d'employer sa vie à faire quelque chose qui peut être fait par quelqu'un d'autre. C'est une ambition extrême, mais qui, à mon avis, mérite d'être voulue par tout le monde. C'est-à-dire de ne pas faire quelque chose qui peut être fait par quelqu'un d'autre, ou le faire autrement. On peut faire un métier qui est fait par d'autres, mais le faire autrement, à sa façon, être unique.
Et je suis tout à fait convaincu, c'est mon espérance dans la condition humaine, je suis convaincu que tout être humain est différent d'un autre, évidemment, et tout être humain, en étant différent d'un autre, doit à tout prix trouver ce qu'il peut faire que personne ne peut faire. Je suis convaincu que chacun est génial dans quelque chose, qu'il a en lui-même, au fond de lui, peut-être de son enfance, connaissance, c'est ce que Caroline expliquera peut-être tout à l'heure en parlant de l'enfant intérieur, où on a connaissance profondément de soi, qu'il y a quelque chose en soi que personne d'autre n'a. Et enfin, à partir de ce cheminement, on doit arriver à trouver qui on est. On doit arriver à trouver quel est le chemin qu'on doit suivre, quelle est l'activité qu'on doit mener, quelle vie on doit mener. Ça peut conduire à continuer comme on continue, comme on est, ou à tout changer. Mais en tout cas, ce n'est jamais définitif. Il faut faire cet exercice très souvent pour trouver les conditions de changer, puisqu'on peut changer plusieurs fois. On n'est pas contraint de mener une seule vie, ni en même temps, ni à un moment donné, ni tout au long de sa vie. Mais en permanence, la liberté consiste à suivre ces étapes. Conscience de son aliénation, le respect de soi, l'absence d'attente des autres, la conscience de son unicité et le choix qui en découle. Voilà globalement ce qui est pour moi devenir soi et à quel point la période que nous vivons devrait, je ne sais pas si ça le fera, parce que beaucoup de gens ont passé du temps à gérer l'urgent et le difficile dans cette période, mais ça devrait aider plus de gens à prendre conscience que ils aimeraient mieux faire de la cuisine, de la musique, de la peinture, vivre autrement, ne pas acheter 18 vêtements inutiles et changer de voiture tous les 2 ans, avoir d'autres ambitions que celles qu'ils avaient. On le voit d'ailleurs prosaïquement au fait qu'aujourd'hui, les gens, depuis 2 semaines, les gens consomment peu, ont beaucoup d'épargne, comme si à la fois ils étaient prudents parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver, et comme si aussi ils pensaient que le mode de vie antérieur n'était pas le bon. Ce qui d'ailleurs pour les industries du luxe amène, qui vous rassemble, amène une réflexion tout à fait neuve et intéressante sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure. Dans le contexte de l'industrie du luxe, c'est un défi particulier parce que vous avez eu la gentillesse, Jean-Luc, tu as eu la gentillesse, Jean-Luc, d'évoquer mon prochain livre sur l'économie de la vie. Et dans l'économie de la vie, j'énonce tous les secteurs qui vont être importants demain. Et dans les secteurs qui vont être importants demain, il n'y a pas le luxe. Il faut affronter les choses comme elles sont. Le luxe n'est pas un secteur vital, comme la santé, l'éducation, la recherche, l'alimentation, l'agriculture, l'énergie propre, la sécurité. Ce n'est pas un secteur vital. Vous n'êtes pas dans un secteur vital. Et pour autant, vous êtes dans un secteur extrêmement important dont il faut auquel il faut trouver une façon de donner du sens. Et je pense que ça va être un grand défi de l'industrie du luxe, de donner du sens. Sauf si l'industrie du luxe dit on n'en a rien à faire de tout ça, la pandémie n'est qu'une parenthèse, et il faut d'urgence retourner au mode de vie antérieur. Un petit peu ce qui s'est passé après la grippe espagnole, où on a eu les années folles, 20 ans de dépenses, 15 ans de dépenses folles, qui ensuite ont pu conduire à d'autres catastrophes. Moi, je pense qu'il est important pour l'industrie du luxe de devenir une industrie de la vie. Ce n'est pas exclu. D'abord parce que si le luxe, c'est le beau est une façon de pousser les hommes, les femmes et les hommes, à se dépasser. C'est vrai, une des raisons pour laquelle la musique est si importante pour moi, c'est que la musique me donne le sentiment que l'homme vaut la peine de vivre, puisqu'il est capable de cela, de la beauté. Et si le luxe, c'est d'abord la beauté, c'est d'abord le raffinement, l'élégance, l'extrême, ça donne aussi des guides, des références pour le respect de soi et des autres. Si ce n'est pas un luxe ostentatoire, si ce n'est pas clinquant, si ce n'est pas vulgaire, si c'est artistique en même temps, ça donne des références du respect de soi et du respect des autres. En même temps aussi, ça peut le faire si ça s'inscrit dans une industrie qui deviendrait une industrie conforme aux exigences de la planète, qui n'emploie pas n'importe quelle matière, qui n'exploite pas les gens qui le produisent, et en particulier ceux qui produisent ou vont chercher les pierres au fond des mines, qui respectent ceux qui travaillent, qui donnent du sens à cette activité en le mettant à la disposition de tous. Il y a donc une façon de faire du luxe une industrie de la vie qui exige
une conversion que certains ont compris. Par exemple, dans la mode, je suis convaincu que la mode peut être une industrie de la vie, mais à condition de changer radicalement son mode de travail et de ne plus faire 4 collections par an. C'est absurde. Une seule suffit. En vendant des choses peut-être plus chères, plus belles. C'est un petit peu comme pour la nourriture. On n'a pas besoin, il faut accepter de dépenser plus d'argent pour se nourrir, une part plus importante de son revenu, parce que ça fait partie du respect de soi. De même, sans doute faudra-t-il penser que le luxe, c'est avoir un pullover qu'on garde 20 ans. Ce qui change profondément le modèle de l'industrie en question. Un pull qu'on garde 20 ans, c'est un pull qui est fait dans des conditions très exceptionnelles et qu'on a envie d'avoir dans la durée, ce qui change profondément la nature du modèle. Donc il me semble qu'il y a là une mutation que l'industrie du luxe va être une des plus difficiles à aborder, mais peut-être le fera-t-elle pas en disant c'est pas grave, on revient 12 collections par an, 18 modèles, on fait des diamants qui n'en sont pas, on trompe les gens, etc., etc. Il faut que ça change, sinon la crise que nous venons de vivre n'est que un petit événement anecdotique au regard de ce qui nous attend, qui sera bien plus terrible. C'est à quoi je viens d'essayer de répondre. D'abord, ce confinement, pour ceux qui l'ont vécu, permet de prendre conscience des différentes dimensions de soi et de réfléchir sur soi, tant dans le confinement qu'après, prendre conscience de ce qu'on est et mener ce chemin. Je serais heureux que beaucoup de gens aujourd'hui disent c'est le moment pour moi d'essayer de devenir moi et en particulier de suivre la méthode que nous avons développée. Ça, c'est une opportunité. Deuxième opportunité, c'est de prendre conscience qu'il faut concentrer l'essentiel de nos dépenses vers les industries de la vie et faire en sorte que toutes les industries trouvent du sens par rapport aux enjeux fondamentaux. Je pense que c'est ça les opportunités qui viennent. Il faut que cela change dans ce sens. Si on arrive à ça, cette pandémie aura été une façon de nous prévenir et de l'éviter. Prenez un exemple. Le pays qui a le mieux traité cette pandémie, c'est sans doute la Corée du Sud. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vécu, je traite ça en détail dans le livre qui paraît dans 15 jours, parce qu'ils avaient vécu une crise qu'ils avaient mal vécue il y a 3 ans, où il y a une toute petite pandémie, mais qu'ils avaient extrêmement mal gérée. Et ils ont dit, on va se préparer pour la suivante. Ils ont été extrêmement prêts. Il n'y a pas eu de confinement. Ils ont géré ça d'une façon parfaite. Ils ont eu très peu de morts pour 55 millions d'habitants. Et si on avait fait la même chose qu'eux, on n'aurait absolument pas eu de confinement et on n'aurait pas eu ni les morts, ni l'épouvantable crise économique qui est devant nous, qui ne fait que commencer. On n'aurait pas eu. Donc, il faut que cette pandémie nous apprenne aussi, à titre personnel, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a l'hygiène de vie qui nous permettra de réagir à une prochaine pandémie? Est-ce qu'on se conduit à l'égard du climat d'une façon à éviter la crise climatique, à titre personnel? Est-ce qu'on aura chez soi la réserve de masques, de tout ce qui nous permettra de dépasser une prochaine crise? Donc, premièrement, ça nous apprend ça au moins, et plus globalement, à nous apprendre à créer une société où tout doit avoir du sens. Ce qui n'a pas de sens est mortel. Caroline, que je ne connaissais pas avant la lecture de mon livre, a lu mon livre et m'a proposé de développer à partir de ce livre une vraie méthode détaillée pour créer les conditions pour que chacun puisse avancer dans la prise de conscience de soi. Et elle a développé ça d'une façon professionnelle. Je le laisse l'expliquer. J'ai le son, Bettina? Oui. Oui, c'est bon. Bonjour. Merci, Jacques, de me permettre de déployer un petit peu des propos sur la méthode. D'abord, je pense que l'explication que tu as donnée sur le livre est fondamentale et je vous remercie, Bettina, d'avoir laissé quelques minutes de plus pour que Jacques puisse bien dérouler les 5 étapes. Elles sont très intéressantes et elles sont largement explicitées dans le livre Devenir soi. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont 5 étapes qu'on peut faire en permanence tout au long de sa vie et de façon ordonnée ou désordonnée. Et en fait, ce que nous avons essayé de faire dans les 5 dernières années, c'est de vraiment construire une méthode qui puisse faire en sorte que tout le monde puisse s'approprier en fait ce travail sur soi, mais de façon structurée.
pour que l'on puisse en fait travailler ces étapes avec un certain nombre d'outils qui accompagnent tout autant les dirigeants que les personnes comme moi au quotidien pour en fait, d'une part, pour devenir soi-même, devenir moi, mais surtout, une fois qu'on s'est débarrassé des aliénations majeures et qu'on a appris à se respecter, se faire respecter, etc., ce qui devient en fait essentiel pour chacun d'entre nous, c'est exactement ce que vient de dire Jacques, c'est de trouver un sens. Et effectivement, tout ce qui n'a pas de sens est mortel. J'ai trouvé cette phrase extraordinaire, que ce soit pour un individu ou pour une entreprise. À un moment donné, devenir soi, c'est réussir à donner un sens à sa vie. Donc, ce que nous avons fait, c'est déployer toute une méthode concrète et en fait, elle est disponible aujourd'hui dans une plateforme digitale avec tous les outils qui sont très simples et qui permettent à chacun de travailler en plusieurs mois, en plusieurs semaines et de revisiter les étapes de façon totalement autonome. Et du coup, pour ne pas reprendre la parole après, Bettina, je pense que ce que l'on souhaitait faire, c'était offrir aux personnes qui sont aujourd'hui spectateurs du webinaire un accès gratuit à notre plateforme. Il suffira de nous contacter pour pouvoir, pendant tout l'été, en fait, se saisir de cet événement pour pouvoir travailler sur leur propre devenir soi et qu'on les accompagne. Voilà. Merci, Caroline. Voilà. Florent? Alors, Caroline, juste un grand merci au nom de tous les participants. Nous avons beaucoup échangé et je suis extrêmement ravie qu'on a pu mettre ça en place avec vous. Un grand merci. Florent, est-ce que tu veux peut-être intervenir et après peut-être un petit mot de Jean-Luc? Oui, avec. C'est bon pour le son? Bonjour Monsieur Attali, merci beaucoup Bettina d'avoir pensé à moi. Pensez à moi pour ma casquette musicale, puisque je suis chef d'entreprise. À 29 ans, j'ai créé un magasin de piano, je dirais un peu nouvelle génération, parce que c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Et bien évidemment, entre devenir soi, le titre de votre ouvrage, et la musique, j'ai pensé aux expériences que vous avez eues et que vous avez toujours, il me semble, en tant que chef d'orchestre. Alors, j'avais cru voir dans une interview que vous rêviez depuis l'âge de 16 ans, si je ne me trompe pas, de diriger. Quand on parle de rêve, moi, je me réfère souvent à une phrase de Proust que j'aime beaucoup qui dit que le vrai rêveur, c'est celui qui va voir là où se trouve son rêve. Donc, on peut dire que c'est ce que vous avez fait, mais j'aurais une question toute simple. Pourquoi avoir attendu autant de temps? Et je lirais ça à une forme d'humilité qui transparaît dans vos interviews à ce sujet en disant que c'est sur invitation que vous répondiez avec plaisir avec ça, alors que quand vous invitez à être ministre, vous le refusiez. Alors, est-ce que c'est une part de votre soi dans la mesure où si vous dites que devenir soi, c'est le faire sans rien attendre des autres, vous attendez tout de même qu'on vous invite à diriger? C'est une très bonne remarque. J'ai eu le rêve de diriger à l'âge de 8 ans. Parce que c'est là où j'ai rencontré un chef qui était un jeune chef prodige, qui ensuite a fait une carrière assez modeste, mais enfin, c'était surtout connu comme un chef prodige, qui est toujours un chef aujourd'hui, qui s'appelle Roberto Benzi, et qui était chef à Bordeaux pendant de longues années. Et c'est vrai que je n'ai pas cherché à le devenir parce que d'abord j'avais d'autres vies et puis parce que je pensais que c'était quelque chose d'inaccessible. Et il m'a fallu, comme à tout le monde, et à moi comme tout le monde, beaucoup d'efforts pour oser franchir des étapes que je pensais inaccessibles. C'est pourquoi d'ailleurs après m'être mis à la direction d'orchestre, sur lequel je vais revenir, j'ai décidé de faire d'autres choses que je me croyais interdites. Par exemple, je suis très nul en dessin. J'ai commencé à prendre des cours de dessin et maintenant je suis moins nul. Voilà. La direction d'orchestre, je ne pensais pas le faire jusqu'à ce qu'on me pousse à le faire et un jour où j'ai dit à la télévision, si je n'avais pas fait tout ce que j'ai fait, j'aurais été chef d'orchestre. 2 chefs d'orchestre m'ont proposé de le faire. J'ai choisi de suivre l'un d'eux. J'ai eu la chance d'avoir lui, Patrick Souillot, et son orchestre à Grenoble comme un formidable terrain d'expérience. Ensuite, un jeune chef qui n'était pas du tout connu à l'époque, mais qui est aujourd'hui un des chefs les plus connus au monde,
qui est venu me donner des cours particuliers pendant 2 ans, François-Xavier Roth, et avec l'un et l'autre, j'ai pu avancer et maintenant je suis un chef, je ne dis pas professionnel, mais enfin je dirige des grands orchestres avec autant de liberté que possible. Ça prouve que, et j'ajoute 2 choses, je ne suis pas doué, non, je n'ai pas l'oreille absolue, 2, je suis extrêmement maladroit. La seule qualité que j'ai qui peut ressembler à une qualité utile, c'est que j'ai une très bonne mémoire photographique. Donc je dirige sans partition parce que je vois les partitions. Mais je n'ai pas les 2 qualités essentielles qui sont l'oreille absolue et l'adresse physique. Malgré ça, ce métier, parce que c'est un vrai métier, m'est accessible et je suis plutôt respecté par les orchestres que je rencontre. Donc ça prouve que quand on veut, on peut. Quand on a un rêve intérieur, on peut y arriver. Il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Il faut franchir des murs qui sont plus des murs en soi que des murs posés par les autres. Mais il y a peu de choses qui sont hors de portée. Alors, je ne dis pas que je serai jamais un chef génial, non. Ça, c'est à la portée de peu de gens. Mais il y a peu de choses qui ne soient pas accessibles à tout le monde. Par exemple, je ne serai jamais champion du monde de saut à la perche, mais je suis convaincu que tout le monde peut faire du saut à la perche s'il le veut. Jacques, si je faisais un parallèle avec directement la politique, se devenir soi, c'est une vraie orientation politique par rapport à attendre ce que l'on décide ou ce que l'on fait pour vous. Comment est-ce qu'il se classerait dans les grands courants que tu connais? Tu as vécu le socialisme ou la tentative en France, il y a eu des tas de débats autour du libéralisme, il y a eu toute une série de courants. Comment est-ce que l'on peut avoir ce discours politique sur le devenir soi et l'incitation à ce que les uns et les autres deviennent encore plus responsables et construisent leur vie? Et dans quel courant est-ce qu'il se placerait le mieux? Et le deuxième point, c'est que nous avons assisté dans les derniers mois, mais aussi depuis un certain temps, à une partie de perte de leadership dans le monde. Et puis d'autres leaders sont apparus. Il y a la chance en France d'avoir l'un d'entre eux, Emmanuel Macron, qui à un moment déterminant a décidé de devenir lui-même, de prendre ce destin en main et de se propulser. Comment est-ce que tu vois dans les différentes zones géographiques l'exercice du leadership aujourd'hui? Est-ce qu'on peut espérer avoir, parce que tel ou tel type de leader apparaîtra, un renouveau de leadership et d'orientation claire pour guider nos peuples? Une très bonne question, et très difficile. La première, ce que je propose là est plus un chemin personnel qu'un chemin politique. Le chemin politique qui en découle, c'est ce que nous appelons dans la Fondation Positive Planète l'économie positive, c'est-à-dire découvrir que la meilleure façon de devenir soi, c'est d'aider les autres à devenir soi, et en particulier les générations futures. Et donc, le discours politique qui va avec, c'est un projet de société qui vise à créer les conditions pour que la société soit durable, économiquement, socialement, écologiquement, démocratiquement, pour les générations futures. Ce qui est radicalement différent de ce que font tous les autres, et qui, à mon avis, va être le vrai enjeu des semaines prochaines, des années qui viennent. Voilà. Est-ce que la difficulté, c'est que pour tenir compte, pour agir dans l'intérêt des générations futures, il y a un grand risque, c'est que ça passe par une étape totalitaire. C'est-à-dire, je sais mieux que personne ce qui est utile aux générations futures. Et évidemment, dans ce cas-là, ça amène à des comportements très dangereux. C'est pourquoi je crains qu'avant d'en arriver à une vision libre et responsable, où chacun vote dans l'intérêt de ses petits-enfants, on en passera par une étape caricaturale, où un dictateur dira, écoutez, la démocratie a échoué, je vous dis ce qu'il faut faire dans l'intérêt de l'avenir. On peut l'éviter, et c'est ce que je crois qu'il faut faire, mais le modèle, c'est la société positive qui agit dans l'intérêt des générations futures. Chez les dirigeants politiques, c'est assez facile à voir qui est dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, soit celui qui pense dans l'intérêt des générations futures,
et ils sont très rares, soit celui qui est assez mégalomane pour dire « ce qui compte, c'est qu'on se souvienne de moi dans 50 ans ». Et s'il est pervers, il pensera que ce n'est pas grave si on se souvient de lui pour le mal qu'il a fait. Mais s'il n'est pas pervers, il voudra qu'on se souvienne de lui pour le bien qu'il aura fait. Par exemple, si les présidents de la République française ou européens antérieurs auraient voulu qu'on se souvienne d'eux d'une façon positive, ils auraient fait en sorte que la société européenne soit préparée à la crise actuelle. Et là, on leur aurait dit, M. Sarkozy, M. Hollande, Mme Merkel ont été formidables parce qu'il y a 20 ans, ils ont pensé que quoi. Bon. Donc, il y a une convergence d'intérêts entre l'économie positive et la mégalomanie des dirigeants. Un vrai mégalomane, c'est quelqu'un qui veut qu'on se souvienne de lui après sa mort. François Mitterrand était comme ça. Et c'est pourquoi il n'agissait jamais sans se poser la question « Que pensera-t-on de ça dans 30 ans ?» Nous n'avions pas de conversation qui ne se conclut par ça comme critère de décision, sur quoi que ce soit. Je ne suis pas un gourou jusque dans ces détails, mais il y a une tendance très lourde que cette crise renforce et qui est très négative. C'est une tendance à la solitude. On le voit d'ailleurs, les entreprises qui ne rassemblent plus les gens travaillent de chez eux, qui renvoient assez profondément une société de solitude. Le pourcentage, je donne ça en détail dans mon prochain livre, le pourcentage de gens qui vivaient seuls augmente d'une façon massive depuis 30 ans, jusqu'à atteindre presque 50% dans les pays scandinaves, ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont moins touchés par la pandémie, parce que la pandémie touche que des gens qui sont groupés, y compris familialement. Et il y a une très forte tendance, on voit aux États-Unis, que 30% des jeunes n'ont pas le permis de conduire, vivent chez leurs parents et n'ont pas de partenaires sentimentaux, ni sexuels. Donc il y a une tendance qui correspond à quelque chose que j'avais prévu il y a très longtemps. Après une société dominée par la sexualité masculine, une société dominée par la sexualité féminine, une société unisexe, narcissique, masturbatoire, autiste, enfin pas autiste, mais fermée sur elle-même. Asexuée, où chacun... Et il y a un grand risque que la crise actuelle, que le confinement soit une sorte de modèle utopique, on le voit d'ailleurs, beaucoup de gens qui regrettent la fin du confinement, de modèle utopique d'une société de juxtaposition de narcisses, de mercenaires narcisses. Voilà. Donc, bon. L'autre sens, c'est que je prends seulement l'exemple de l'entreprise. Pour qu'une entreprise dure, il faut qu'elle soit, qu'elle conserve une raison de rassembler les gens. Si une entreprise n'est qu'un lieu de narcisses mercenaires extrêmement lointains, les uns des autres, il ne se passe rien. Elle perd tout, elle a peu de chances de durer. Si les gens ne vont plus dans un lieu physique, les gens vont s'éloigner, l'entreprise va perdre du sens. Donc, une entreprise doit conserver un lieu physique, ne serait-ce que parce que le lieu physique est la meilleure façon de rencontrer des inconnus, d'avoir des idées nouvelles. J'ai souvent expliqué que pour moi, l'endroit le plus important dans une entreprise, c'est la machine à café. C'est l'endroit où les gens échangent des idées et se rencontrent hors hiérarchie. Donc, à mon sens, on a ce choix entre poursuivre dans cette tendance, dans ce vertige du narcissisme virtuel, ou retrouver la vraie vie dans un nouvel équilibre entre le nomadisme virtuel et le nomadisme réel qu'il faut absolument trouver. Et c'est là où c'est bien, parce qu'une entreprise ne pourra pas conserver ses collaborateurs en leur donnant une raison d'appartenir à l'entreprise si elle ne leur donne pas un sens et une fierté qui ne soit pas seulement le salaire. Donc il faut que l'entreprise, pour qu'elle survive, soit une entreprise qui trouve du sens, donne du sens. C'est pourquoi d'ailleurs l'entreprise peut trouver intérêt à faire que tous ses collaborateurs aient fait l'exercice de devenir soi. Moi, je rêve que toutes les entreprises proposent à leurs collaborateurs
d'employer la méthode de devenir soi, le fond, quitte à les perdre, si cette méthode leur révèle qu'ils n'ont rien à faire dans l'entreprise. Mais au contraire, ce qu'elle va révéler, c'est l'extraordinaire potentiel. Florent, vous avez votre main devant l'écran qui me gêne quand vous parlez. Si une entreprise devrait avoir intérêt à ce que chacun de ses collaborateurs soit le plus épanoui possible, le plus libre possible, en prenant ce risque-là. Et donc, je pense, parce que c'est quand quelqu'un devient lui-même, c'est ce que j'ai dit en passant trop rapidement, devenir soi, c'est découvrir qu'on ne peut vraiment être soi qu'en trouvant du plaisir à être utile aux autres. C'est peut-être la phrase la plus importante que j'ai dit cet après-midi. Devenir soi n'a de sens que si on découvre que la meilleure façon de devenir soi, c'est de trouver du plaisir à être utile aux autres. Moi, j'ai toujours pensé dans ma vie, depuis très très longtemps, que le plus grand privilège que j'ai dans ma vie, c'est d'être en situation de pouvoir rendre service. J'ai découvert ça très tôt en enseignant. C'est merveilleux quand on enseigne et qu'on voit le sourire qu'on fait apparaître dans le visage d'un étudiant. Et c'est formidable quand on est en situation de pouvoir rendre service, sans rien en attendre, ce qui d'ailleurs renvoie à d'autres choses assez profondes, profondes, pas dans ce que je dis, mais en soi, c'est que rendre service, c'est très dangereux. Quand vous rendez service, vous créez une relation de gratitude. Or, un des propres de la nature humaine est de détester ceux à qui on doit quelque chose. C'est d'ailleurs le fondement, en passant, c'est le fondement de l'antisémitisme, mais c'est le fondement de beaucoup d'autres choses. Méfiez-vous de ceux qui vous doivent quelque chose. C'est eux qui vont vous trahir parce qu'ils veulent ils voudront à un moment ou à un autre se prouver à eux-mêmes que vous n'y êtes pour rien. Mais malgré tout, être utile, dépasser cette menace, c'est la condition du sens d'une vie. Il est évident que si on en reste à une société sans contact virtuel, l'humanité va disparaître tout simplement parce qu'on ne fera plus l'amour et on n'aura plus d'enfants. Donc, point terminé. Donc, évidemment, ça ne peut pas durer comme ça. Sauf que ça renvoie peut-être aussi à une tendance très forte qui est faire des enfants sans relation sexuelle, qui est une tendance très forte qui renvoie, et je l'ai aussi dit depuis longtemps, à une certaine forme de féminisme qui est « je veux être un homme comme un autre ». Donc ne plus avoir besoin des hommes pour faire des enfants, et on va vers, ceci pourrait accélérer la désexualisation de nos sociétés. J'explique, hein, je ne choisis pas là, j'explique la tendance. Donc il y a une tendance aussi à l'unisexe. Il y a une vraie profonde tendance à l'unisexe qui est en train d'arriver dans nos sociétés, qui passe par la sexualité multiple, etc. Mais c'est en fait une uniformisation de la sexualité. Et donc, la perte du contact physique, c'est la perte de la disparition de la condition humaine. Je ne crois pas qu'on en est là, parce que, encore une fois, cette pandémie va passer et on en reviendra à des choses de base. Puis après tout, il faut quand même prendre conscience de ce que cette pandémie représente une part extrêmement faible du nombre de gens qui meurent. Hein, si vous comptez le nombre de gens qui meurent sur la planète chaque année, ou même dans un pays comme la France, pour ne prendre quel ou n'importe quel pays, le nombre de gens qui meurent de ceux dont nous parlons aujourd'hui est très faible. Pourquoi est-ce qu'on y attache tellement d'importance ? C'est très mystérieux. Pourquoi est-ce qu'on attache de l'importance à cette pandémie et pas aux autres maladies ? D'abord, on n'a pas attaché de l'importance aux pandémies antérieures parce qu'on n'y pouvait rien. Là, cette fois-ci, on l'a fait. Pourquoi ? On l'a fait d'abord en Chine, où on aurait pu ne pas le faire, et on l'a fait dans tous les autres pays du monde, ou presque. Puis il y a des pays qui ont dit c'est pas grave, de toute façon, on va mourir d'une façon ou d'une autre. C'est ce qui s'est passé au Brésil, de façon paroxystique. On l'a fait pourquoi ? Non pas parce qu'on attache plus d'importance à la vie, mais parce qu'on n'a pas voulu se trouver en situation d'avoir à choisir qui on va soigner. On l'a bien vu. En fait, l'obsession de tous les dirigeants politiques, c'est de ne pas avoir plus de malades graves que de nombre de respirateurs dans les hôpitaux. Parce que si on a plus de malades graves que de respirateurs, il faut choisir. Or, le politique peut admettre, le politique doit donner du sens à la mort. Si la mort, c'est une maladie, bon, on meurt d'une maladie. Si la mort, c'est un accident, c'est un accident. Si la mort, c'est un accident terroriste, ça, c'est grave. Donc, on en fait tout un plat, si je veux dire. Mais si la mort vient d'un choix où la société a décidé de ne pas vous soigner alors qu'on pourrait le faire, là, c'est inacceptable. Là, c'est inacceptable au sens du politique qui a fait ce choix. Et donc, le politique a tout fait, partout, pour ne pas se trouver pris
la main dans le sac en ayant choisi qui il va soigner ou pas. D'où le fait qu'on a laissé mourir en silence des tas de gens et qu'on laisse mourir des tas de gens en silence dans les EHPAD ou ailleurs, et que pour le reste, on fait tout pour créer les conditions, non pas de donner un plus grand sens à la vie, mais de faire en sorte que les gens soient soignés quoi qu'il arrive. Mais ceci mis à part, cette maladie est une maladie très secondaire au regard des autres et qu'on n'a soignée que pour éviter d'avoir à choisir les gens qui pourraient être gravement atteints. Et donc, il me semble que par rapport à la question qui est posée, on aura de plus en plus envie de retourner à la vie. C'est pour ça que j'attache tellement d'importance aux industries de la vie. Il va y avoir une explosion de demandes de vie, que cette explosion de demandes de vie peut être une explosion de demandes de futile. Si vous prenez les grandes pandémies antérieures, c'est très intéressant. Dans les grandes pandémies antérieures, on voit que quand la pandémie devient très grave, les gens disent on n'en a plus rien à faire, on va mourir, donc faisons tout et n'importe quoi. Et on a des textes au 5e siècle avant notre ère, ou 7e siècle après notre ère, ou 14e siècle, où pris dans une pandémie vraiment mortelle, les gens disent eh bien, je vais faire tout ce qu'on m'interdit de faire, y compris des relations sexuelles très particulières, on le voit dans les textes, parce que de toute façon, je vais mourir, mais vivons à fond. C'est ce qu'on a vu d'une autre façon avec les années folles. C'est sans doute ce qu'on verra là, après ça. Mais ce qui serait vraiment réussi, c'est que cette pulsion de vie qui est là, on ne la canalise pas dans le virtuel dont je viens de parler ou dans l'artefact, mais qu'on la canalise dans plus de vie pour tout le monde par le développement des industries de la vie. Et si on considère comme moi que les industries de la vie sont fondamentales, et je les répète, santé, éducation, recherche, hygiène, digital, énergie propre, gestion des déchets, gestion de l'eau, et quelques autres, agriculture et distribution, et quelques autres, il est évident qu'il faut avoir ces industries à portée de la main. Cette crise nous a rappelé qu'on ne peut pas dépendre à 95% pour les masques d'un pays, à 92% pour le paracétamol d'un autre, à 87% pour les respirateurs d'un troisième, ce n'est pas possible. Donc, il faut non pas réduire à rien la localisation, mais il faut sans doute s'assurer qu'on est souverain, et en Europe, pas individuellement, mais collectivement en Europe, parce qu'on parle de l'Europe, souverain dans un grand nombre de domaines. Ce qui amène sans doute à relocaliser. Il y a d'autres raisons qui amènent à relocaliser, c'est évidemment les raisons écologiques. C'est absurde d'acheter des fraises quand ce n'est pas la saison et qu'on les fait venir en avion. C'est absurde d'acheter des roses coupées du Kenya. J'ai vu les merveilleux champs de roses du Kenya autour de l'équateur et j'ai vu ces champs qui font vivre des tas de gens. Et donc, ce serait tragique de supprimer les champs de roses du Kenya. Mais c'est absurde d'envoyer des roses coupées par avion du Kenya à Amsterdam pour ensuite les vendre coupées sur un marché aux fleurs en quelques heures avec les difficultés. C'est absurde. Donc, il faut arrêter ça et se contenter d'accepter les contraintes de la nature et de vivre avec le voisinage. Ce qui amène d'ailleurs à totalement transformer l'agriculture, avoir une agriculture de proximité, avoir beaucoup plus de gens qui vivent à la campagne, de payer encore une fois plus cher son alimentation, de ne pas manger d'autre chose que des fruits de saison, etc., etc. Je suis ni optimiste ou pessimiste. Je dis souvent quand on me pose cette question d'être optimiste ou pessimiste que être optimiste ou pessimiste, c'est une attitude de spectateur. Si vous êtes spectateur d'un match de foot, vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'équipe que vous soutenez. Si vous jouez le match de foot, si vous êtes sur le terrain, vous n'êtes ni optimiste ou pessimiste, vous essayez de gagner le match. Donc, je ne suis pas optimiste ni pessimiste, j'essaie de gagner le match. Chacun d'entre nous doit essayer de le gagner. Et quand on se pose la question de savoir si on est optimiste ou pessimiste, c'est qu'on a déjà perdu le match, parce qu'on est déjà résigné à n'être que spectateur. J'ajoute cette phrase que disait Ben Gourion, le premier président du Conseil israélien, qui disait je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste, mais je ne connais aucun optimiste qui soit sorti vivant d'un camp de concentration. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas faire du télétravail parce qu'on ne peut pas être infirmière en télétravail ou médecin oui, en partie. Mais il y a une très grande partie de la population qui ne peut pas l'être, en particulier en Afrique et dans beaucoup d'autres pays du monde. Deuxièmement, il y a des tas de métiers qui sont… Donc, la plupart des métiers
des gens les moins fortunés ne peuvent pas être faits en télétravail. Ils sont trop mal payés d'ailleurs, et il faudrait pouvoir mieux payer les gens qui ne peuvent pas faire du télétravail parce qu'ils sont essentiels. Hein. Pas normal que les gens qui sont si essentiels soient moins bien payés que les gens qui sont beaucoup moins essentiels. Deuxièmement, la clé, c'est pour faire en sorte que le télétravail soit quelque chose qui soit créatif. Aujourd'hui, passer à une totalité en télétravail serait un désastre, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Parce que ça ferait une société de mercenaires narcisses dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut en garder le meilleur, mais pas partir dans les extrêmes. Tu sais, il y a un haïku japonais qui me sert de guide, qui dit quelque chose comme, traduction libre, quand tu voyages, pense à la maison, quand tu es à la maison, pense au voyage. Il faut être les deux à la fois. C'est-à-dire que quand on voyage, il faut penser à la maison et donc se conduire à l'égard de ceux qui vous reçoivent en disant que si on était celui qui reçoit, on a intérêt à être respecté par ceux qu'on reçoit. Et quand tu es à la maison, pense au voyage, ça veut dire reçois les étrangers, parce que pense que ça peut t'arriver un jour à ton tour d'être aussi voyageur et tu dois les accueillir. Donc il faut avoir cette dualité permanente. La profondeur de la condition humaine, c'est cette dualité du nomade et du sédentaire. Être les deux à la fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jean-François Houtin, la guerre commerciale USA... Il faut qu'on termine dans 2 minutes pour moi, si vous voulez bien. La guerre commerciale est là, de toute façon, très profonde. Ce sera une autre conversation, mais je ne pense absolument pas que la Chine va sortir le grand vainqueur de cette crise. Je ne crois absolument pas que la Chine va remplacer les États-Unis comme superpuissance. Je crois que la Chine et les États-Unis vont sortir comme grands perdants tous les deux de cette crise, en tout cas dans l'état actuel de la Chine et des États-Unis. Mais ce sera pour une autre conversation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, chers participants, donc, nous sommes donc ravis que Jacques Attali, Caroline Couronne, Florent Garcimore et Jean-Luc Alavena ont pu se rejoindre à nous aujourd'hui. Je vais vous adresser donc par la suite donc, tous les éléments primordiaux et utiles et nous espérons donc que vous avez passé un bon moment. Alors, c'est aussi un moment pour inaugurer un challenge en juin, juillet, août, explorant des nouvelles pistes pour continuer à être connectés et créer des coopérations pour un nouvel avenir. Dans ce cadre, nous avons mis en place donc, une communauté en ligne où vous pourrez donc, accéder facilement. Alors, je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci, au revoir. Au revoir.